Bienvenue au podcast Santé Sport, le podcast où on discute avec des gens actifs, des professionnels de la santé et des intervenants du monde du sport. Notre invité cette semaine est un ancien joueur de volleyball qui a subi de nombreuses blessures au courant de sa carrière. Ces différentes blessures l'ont amené à s'intéresser au corps humain, à la préparation physique et au développement de l'athlète. Suite à son baccalauréat en kinésiologie, il fonde sa propre entreprise Rome Athlétique afin de prévenir les blessures, d'optimiser la performance et de rétablir la forme de ses clients. Veuillez accueillir Jean-Philippe Moisan. Jean-Philippe Moisan, bienvenue au podcast Santé Sport. Yes, merci de m'accueillir. Tu es préparateur physique dans plusieurs sports, aussi massothérapeute. Tu accompagnes énormément d'athlètes à se préparer physiquement. Dans ta job de préparateur physique, c'est quoi qui te procure du bonheur? Ce qui me procure le bonheur, c'est de voir où est-ce qu'on est capable d'apporter, surtout avec les jeunes, de les amener à un niveau un peu supérieur, mais aussi d'apporter de la confiance, puis de voir aussi le level qu'ils sont capables de faire, puis de revenir aussi après des années. Que j'en ai eu en sport-études au secondaire, puis après ça, ils reviennent, ils sont universitaires, ou ils ont été ailleurs aux États-Unis, ou ils étaient dans d'autres régions, puis ils déménagent à Québec, puis de revenir me voir, ça veut dire que j'ai fait une connexion avec eux qui dure dans le temps. Là. Fait que c'est vraiment la proximité avec l'athlète. Voir leur développement, pas juste d'athlètes, mais aussi d'humains. Oui, parce que souvent, il y en a qui viennent, c'est des adultes, puis il y en a que j'ai commencé à voir leurs enfants. Ça, c'est un coup de vieux. un coup. Puis, comment t'es venu la passion de préparation physique? T'es un athlète toi-même? Oui, dans le fond, moi, j'ai toujours fait du sport tout le long de ma jeunesse. J'ai joué au baseball jusqu'à l'âge de 11-12 ans. J'ai joué au volley à partir de 12 ans jusqu'à encore maintenant. Donc, moi, ça faisait déjà partie de mon ADN, mais j'ai été souvent blessé. Fait que ce qui a fait que j'ai eu une déchirure à l'épaule, ce qui a scrappé ma carrière universitaire, c'était une blessure à mon genou. Donc, ça m'a interpellé déjà ces deux régions-là physiques de base. Puis, c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait une faiblesse dans le type d'entraînement qu'on faisait quand nous, on était jeunes. Soit on faisait trop d'un type d'entraînement ou avec les machines, ou etc. On voulait protéger les jeunes de ne pas aller dans du fonctionnel, de ne pas apprendre à faire des squats ou apprendre à faire des deadlifts ou des choses comme ça. Parce qu'on disait, on peut pas mettre de charge sur les épaules, ou etc., sur la colonne. Fait qu'on va les mettre plus sur les machines. Mais avec le temps, je me suis aperçu que c'est plus des patrons moteurs qu'il faut enseigner. C'est quoi ça, un patron moteur? Un patron moteur, c'est comment on bouge pour activer les bons segments, les bons muscles au bon moment. Donc, si on regarde on va toujours s'entraîner sur un leg press, mais on va plus utiliser nos quadriceps que d'utiliser nos fessiers. Mais si on regarde au volley, on doit utiliser l'extension de la hanche en premier pour se propulser. Donc, si on travaille juste sur un leg press, en étant toujours assis, on s'entend qu'on n'utilise pas nos fessiers dans une extension de la hanche. Donc, oui, on protège le dos, on protège certains segments, mais on n'active pas les segments qui vont être transférables dans le sport. Donc, d'apprendre à faire un bon assis debout d'une chaise a plus d'incidence que d'apprendre à mettre lourd sur un leg press. Puis là, c'est comme ça que on met plus de tension dans le tendon rotulien, puis dans les douleurs, les genoux apparaissent. Puis là, on voit qu'on a une instabilité au fessier qui fait on a plus de douleurs aux genoux parce qu'on est désaligné. Puis ça, dans le fond, c'est que ton quadriceps il est trop fort comparativement à ton fessier. Exact. C'est de même, ça se crée le déséquilibre. Entre autres. Puis souvent, en ayant un quadriceps qui est un petit peu plus tendu, puis quand on est assis tout le long de la journée, comme les jeunes étudiants ou ceux qui travaillent de bureau, il va avoir le quadriceps puis jusqu'à la tâche de la hanche qui va être raccourci. Fait que ça donne l'image corporelle que c'est comme ça que ça doit être placé. Ce qui fait que quand on se tient debout, on utilise plus nos quadriceps. On vient remonter la rotule vers le haut, qui crée plus de pression rotulienne, puis que là, on a mal.
Fait que juste ça vient nous aiguiller sur plein d'autres aspects avant même de commencer à s'entraîner. Fait que c'est là que ça devient un petit peu l'idée de qu'est-ce que je fais. OK, je suis kinésiologue, mais en même temps, l'aspect masso-kinésithérapie, ben là, je décharge certains muscles pour permettre des autres de s'activer. Fait que là, ça a vraiment créé un thinking différent dans ma tête qui a fait, OK, ben, on mélange les deux pour acquérir le plus qu'on peut amener à nos athlètes. Quand tu étais jeune, savais-tu que tu allais finir kiné? Non, Dialogue? à la base, je voulais devenir physio. OK. Parce que j'ai tellement été souvent en physio que je me suis dit, ben, c'est ça que je vais faire. Mais ce que je me suis aperçu, c'est que j'allais tout le temps chez le physio, mais quand j'allais m'entraîner avec mes préparateurs physiques du temps, ou etc., je refaisais la même affaire qui me reblessait. Puis c'est quand j'ai rencontré plus tard un kinésiologue et un masso aussi qui a eu une vision similaire que j'ai maintenant. Ça m'a juste fait penser, ben OK, si je travaille différemment, je vais moins avoir de douleur. Puis là, ben... Un kiné, ça va travailler un peu plus en proactivité puis en amont versus un physio qui serait plus en réactivité. T'as mal, tu vas chez le physio. Ouais. Dans le fond, c'est juste dans la phase plus au niveau aigu. Puis il faut pas mettre tous les physios dans le même bateau. Okay. J'ai travaillé avec des physios qui eux autres sont super proactifs aussi par rapport à ça. Est-ce que c'est des physios plus cliniques ou qui suivent des équipes spécifiques? Bien, ceux avec qui j'ai travaillé plus avec le sport aussi. Okay. Fait que déjà là, d'emblée, la notion plus proactive était plus là. À la base, les physios vont avoir plus tendance à gérer sur la douleur articulaire à ce moment-là. Puis là, le kinésiologue, souvent, moi, j'arrivais après le physio pour les remettre vers l'athlétisation. Donc, de là, la réathlétisation. Fait que d'un coup, que la blessure est en aigu, ben, c'est les paramètres pour enlever de la douleur, d'enlever les segments qui ont été un petit peu plus lésés ou etc. Comment qu'on travaille ça. Puis après ça, c'est comment remettre tout pour que ça soit en synchronisme. Puis c'est là que le kinésiologue, qui est le spécialiste du mouvement, c'est ça la base de la kinésiologie, c'est le spécialiste du mouvement, ben, ramène cette étape-là vers l'optimisation de la performance ou des tâches quotidiennes en général. T'as-tu rentré tout de suite au bac en kiné ou t'as fait un peu de physio puis t'as changé en cours? Non, j'ai vraiment rentré. J'avais pas une assez bonne cote pour rentrer en physio à ce moment-là. Fait que je suis rentré en kin. Puis dans le temps, j'avais une copine qui était en chiro à l'UQTR. Donc de là que quand j'ai blessé mon genou, ben j'ai fait comme OK, je vais m'en aller là. Puis j'étais allé à l'UQTR. Fait que j'avais mon bac en kin. Je faisais la masso-kiné en même temps à l'université parce que c'était une mineure. Puis j'étais assistant coach universitaire à ce moment-là en même temps. Fait que ça a juste continué. Mon aspect de l'amour du volley dans le coaching puis dans l'entraînement, tout en comment venir traiter l'ensemble. Juste revenir 2 petites secondes, tu disais que le kiné... Ouais. C'est kinésiologue. Kinésiologue, oui, je vais toujours me tromper. Le kinésiologue, c'est un spécialiste du mouvement. Mm-hmm. Puis maintenant, dans les bacs en kiné, je pense qu'ils enseignent aussi la périodisation de l'entraînement, autant cardiovasculaire. Mm-hmm. Sans aller trop en profondeur là-dessus, comment le kiné peut venir aider en périodisation de l'entraînement au niveau cardiovasculaire? Je suis pas la bonne personne à qui en parler, mais je t'explique pourquoi un peu. Il y en a qui vont travailler plus dans l'entraînement systémique ou des choses comme ça. Puis moi, je me suis plus amené vers le musculo-squelettique. OK. Donc, tout ce qui est patron moteur, tout ce qui est pathologie, tendinopathie, ou etc., c'est devenu mon dada justement à cause de mes douleurs à l'épaule quand j'ai eu ma déchirure. Puis, c'est ce qui m'a amené en même temps à travailler dans d'autres disciplines comme le baseball professionnel avec les Aigles de Trois-Rivières à cause que j'étais spécialisé dans les épaules. Fait que, puis j'ai eu la chance, lanceurs? Avec les lanceurs surtout aussi.
Ce qui m'a amené après ça à travailler avec le tennis. Ben, le volley, le tennis, le baseball. Puis maintenant, j'ai un nouveau dada, les corps arrière au football à cause de mon garçon. Donc, pour répondre à ta question, le fait que moi, j'ai plus été dans l'entraînement fonctionnel, les blessures ou les pathologies, j'ai un petit peu délaissé l'aspect systémique, système d'énergie, parce qu'il y en a des super bons là-dedans. Tu sais, je travaillais avec la natation. Ben, tu sais, le coach, il parlait de tous les systèmes d'énergie, puis etc. Puis quand je travaillais avec le patinage de vitesse, j'ai dû travailler un peu avec ça. Mais à la base, souvent, ce que je voyais, c'est que les jeunes en patinage de vitesse, exemple, c'est de la puissance. Mais pour être puissant, il faut que tu sois fort. Mais pour être fort, il faut que tu sois stable. Donc, je me suis plus établi dans ces fonctions-là, puis laisser l'aspect cardiovasculaire, aspect système d'énergie à l'entraîneur parce que c'est ça qu'il faut qu'il fasse. Tu comprends? Fait que le coach en cyclisme va travailler sur sa tâche, c'est le système d'énergie. Moi, ma tâche, c'était de faire en sorte qu'il soit capable de prendre la charge de travail, puis le reste, ben, je laissais ça. Fait que pour répondre à ta question, je suis pas le mieux placé pour ça. Okay. Je vais t'en poser un autre, t'es peut-être mieux placé. Pourquoi les sports que tu as nommés, là, baseball, volleyball, tennis, c'est des sports qui sont ultra répétitifs et très rapides. Un attaque au volley, lancer une balle de baseball, frapper une balle de tennis avec une raquette, c'est des mouvements du bras en extension à des vitesses fulgurantes et répétitifs, très élevés, autant au niveau de la pratique, puis après ça, tu arrives en game, c'est encore pire. C'est quoi le fait de la répétition peut venir créer certaines blessures? Les répétitions, souvent, avec un patron moins bien exécuté, va amener souvent plus à la blessure. L'autre chose aussi, c'est ce qu'on appelle le stress mécanique. On voit à la course à pied pour les tendinopathies ou des choses comme ça. Au volley, ça a la même incidence. Si on n'a pas le bon patron moteur, ben ça va avoir une incidence sur notre geste à l'attaque. Si on regarde, si je lève mon bras au-dessus de la tête, ben par le coude, au lieu de ramener mon bras vers l'arrière, ben ça n'a pas la même chose. Parce que, tirer le coude vers l'arrière va me porter une rotation. Donc, j'ai un meilleur mouvement de rotation qui fait que j'utilise plus mes abdos, qui va aller chercher un élément plus de fouetté au niveau de mon bras jusqu'au bout de mes doigts. Donc, si je fais juste tirer mon coude vers le haut, je viens déjà créer peut-être un abutement ou un pincement articulaire et tendineux parce que mon tendon passe à l'intérieur d'une gouttière à l'épaule. Puis là, au moment où est-ce que je vais vouloir frapper, si je fais ça souvent, ben j'ai un frottement articulaire dans les deux cas. Fait que c'est là que ça devient un peu différent. Fait que le geste technique, mal exécuté, va avoir une incidence sur la blessure. Puis le volume, ça, c'est avec l'entraînement aussi, avec les coachs ou des choses comme ça, qu'on doit gérer. OK, on va faire tant de sauts, on va frapper tant de balles, puis on va jouer selon les différents paramètres. OK, dans le fond, ça devient une surcharge des muscles qui est comme des muscles ou des tendons ou des articulations qui ne devraient pas être. Puis à un moment donné, ça devient... Il y a ça, c'est de voir est-ce que tes muscles, ta stabilisation est assez forte, ou etc. Là, c'est ça là aussi. Puis comme j'ai dit, tu peux pas être endurant si t'es pas assez fort. Fait que l'élément de force de base, surtout si on regarde un joueur de volley qui a des longs bras de singe, on s'entend, on regarde à VNL où est-ce qu'on s'est rencontrés, tu regardes juste le passeur à 6 pieds 10, mais son frère qui a quasiment la même grandeur, avec un bras de singe puis la main qui est grande 2 fois comme la mienne. Ben, qui a 18 ans. Qui a 18 ans. 18-19. Puis il y a une poussée de croissance phénoménale. Ben, s'il n'est pas stable, ben, son vecteur de force ne sera pas mieux exécuté. Puis là, en plus, si tu fais ça longtemps, puis souvent, fait qu'il faut stabiliser les articulations. Après ça, renforcer un peu pour que le volume
devienne un petit peu plus équitable. Au cours des dernières années, au niveau du développement de l'athlète, surtout au niveau du développement du programme canadien, il recommande de plus en plus de pratiquer de multiples sports. C'est de quoi que tu recommandes aux jeunes athlètes que tu suis? Oui, parce que souvent, ce qu'on voit, c'est d'avoir des stress différents amène des adaptations différentes. Fait que ça, c'est déjà une chose super intéressante aussi. Puis si on regarde, si on remonte à... C'est comme là, j'ai 41. Mais quand moi, j'ai commencé, exemple, le baseball ou etc., mais j'ai juste fait du baseball. Fait que, puis après ça, j'ai commencé le volley, puis j'ai été juste dans le volley. Mais si on regarde, avant ça, dans nos cours d'éduc, on avait plusieurs sports, on avait plusieurs types de disciplines. Puis, mais après ça, on venait évoluer dans d'autres disciplines aussi qui étaient soit complémentaires. Fait qu'un joueur de baseball qui tombe au volley, c'est très complémentaire à ce qu'il connaît. Ouais. Un joueur de tennis qui tombe au volley, c'est très complémentaire aussi. Fait que, rapide, le mouvement, etc. Un lanceur qui devient un corps arrière, c'est pareil. Ouais, c'est pareil. Fait qu'il y a comme deux visions. Il y en a qui vont choisir plus la spécificité, ce qui n'est pas nécessairement recommandé non plus, mais d'autres qui vont dire d'aller chercher des éléments avec tes sports connexes. Fait que tu es capable de faire un meilleur transfert lorsque tu tombes dans ta discipline. Tu sais, je dis ça, mais j'ai coaché au sport-études longtemps. J'ai été issu d'une concentration de volleyball aussi. Mais la tournure de nos activités faisait que on n'avait pas juste ça. Il y a un certain temps, si on remonte à 10, 15, 20 ans. Mais maintenant, tu as des camps d'été de hockey, des camps d'été de perfectionnement pour les goalers, Ouais. des perfectionnements. Fait que là, il y a une surusure aussi en même temps parce que c'est, comme tu as mentionné tantôt, c'est de la répétition encore. Mais si on entraîne bien en salle d'entraînement, des choses qui vont être connexes, tu peux avoir la même chose qu'un multisport peut apporter. Moi, je suis issu du monde du biathlon. J'ai fait du soccer, j'ai fait du hockey, j'ai fait de la natation. J'ai quand même fait beaucoup de sports. Mais quand je suis arrivé dans le monde du biathlon, au niveau de l'été, on fait énormément de vélo, de course à pied. Et le multisport est vraiment très recommandé dans la culture. Au niveau du volleyball, c'est quoi les autres sports qui sont comme pratiqués en off-season? Ben, ça revient un peu à ce que je disais. T'sais, si on regarde en off-season, maintenant, ben là, si on regarde en ce moment, il y a les Jeux du Québec qui vont avoir lieu. Mais là, ils viennent de finir l'année d'intérieur. Là, il y en a qui vont faire le volleyball de plage. Puis il y en a d'autres qui vont aller faire le volleyball intérieur pour les Jeux du Québec. Fait que, tu sais, nous autres, moi, mon off-season avant, c'était le volleyball de plage pour me préparer pour le volleyball intérieur. J'ai eu plus de plaisir pour le volleyball de plage. Fait que c'est devenu mon dada, entre autres à cause de Gilles Lépine. Pour ne nommer que lui. Épisode 6. Exactement. On vient de le plugger. Yes. Parfait, lui, c'est fait. Fait que, tu sais, c'était mon off-season. Fait qu'en même temps de travailler dans le sable, ça me permettait de, sauver un petit peu le stress aux genoux. Ça me permettait d'aller chercher un petit peu plus de puissance parce que le volleyball de plage, comparativement au volleyball intérieur, ben, le stress tendiné est moins grand. Fait que tu dois être un meilleur power jumper qu'un speed jumper. Donc, tu avais deux notions qui étaient intéressantes là-dedans. Parce que quand tu revenais à l'intérieur, tu avais l'impression que tu n'avais rien sur une sautais sur une trampoline. Quoi, j'ai jamais nécessairement sauté super haut. Là. Mais d'avoir cet effet-là, c'était wow. Donc, pour moi, c'était mon transfert. Puis en même temps, ben, je travaillais mon contrôle de balle, puis on avait plus de répétitions parce que t'es juste deux. Fait que si on regarde là-dedans, ça, si je regarde pour le volley, mais le volley, quelqu'un qui jouerait juste au tennis pendant l'off-season, ben, aurait ses déplacements latéraux, il y aurait ses amortis, ses rotations, il y aurait beaucoup moins de mouvements juste au-dessus de la tête. Donc, il y aurait un break au niveau du geste d'attaque. Ouais. Parce que son mouvement overhead serait juste au service. Fait que là, son bras, il travaillerait un petit peu plus le pectoral, travaillerait plus avec son coup droit, travaillerait avec son revers aussi. Donc, la coiffe des rotateurs travaillerait de manière différente. La rotation, le core, les obliques travailleraient différemment. Donc, tu
sais, de faire du tennis versus du volley, très complémentaire en off-season si on regarde ça. Puis t'as moins de sauts, donc t'as un petit peu moins de stress tendineux à magasiner pendant l'année. Fait que si c'était à refaire, peut-être que jouer un peu au tennis, ce serait une chose. C'est un sport qui est quand même rapide. C'est ça, stop and go, c'est la puissance anaérobique aussi, même si ça dure super longtemps. Donc, les échanges peuvent durer dans un certain temps, mais c'est sûr que ça dure des 2, 3 heures, 5 heures. Là. Avec les athlètes de tennis avec lesquels je travaille au complexe de tennis maintenant, à Saint-Augustin, c'est la même chose. Là. Justement, Saint-Og, Yes. c'était construit un gym? Ouais, on m'a mis le bras dans le tordeur, ce qui a fait que finalement, je suis rendu avec mon propre gym, mon propre studio de réathlétisation au complexe de tennis Saint-Augustin. Pour m'amener là, ils ont investi quand même beaucoup pour que j'aie vraiment un petit laboratoire de réathlétisation avec des cages à squat, des poulies, des kettlebells, des dumbbells. On a une plateforme de force aussi. Ouais, j'ai vu ça sur ton Instagram. Là. Ouais. Ça sert à quoi, ça? Les plateformes de force nous permettent de voir aussi les asymétries entre la jambe gauche et la jambe droite. C'est quoi une plateforme de force? Une plateforme de force, c'est dans le fond, c'est des capteurs qui sont placés au sol. Okay. Puis que ça va nous donner la vélocité aussi, puis les asymétries. Donc, on pourrait être debout dessus, puis je pourrais juste voir l'équilibre où est-ce que tu mets plus de poids sur ta gauche ou ta droite. Fait qu'exemple, un athlète, si on regarde un athlète de volley qui aurait une foulure de cheville, exemple à la jambe gauche, mais pour se protéger, ben, il mettrait plus de poids peut-être sur sa droite. Fait qu'on vient d'enlever cette. Puis quelqu'un qui ferait ça, ben, aurait des fois un petit peu plus de load sur sa jambe droite, donc peut-être plus de douleur au genou droit, qui amènerait peut-être d'autres blessures plus tard. Donc de venir casser ça avec l'aspect neural, donc avec le cerveau, de travailler un petit peu plus l'équilibre entre la gauche puis la droite, ben il va avoir un feedback à l'écran. Donc, ma plateforme est connectée sur mon ordinateur. Mon ordinateur est connecté par un câble HDMI sur l'écran. Puis là, la personne, pendant qu'elle saute, on est capable de voir est-ce qu'il y a plus de propulsion sur sa jambe gauche, sur sa jambe droite, est-ce qu'il atterrit plus en avant, est-ce qu'il atterrit plus en arrière, est-ce qu'il est équitable sur son atterrissage. Parce qu'on sait au volley, quand on saute, ça peut être jusqu'à 10 fois notre poids de corps à l'atterrissage. Fait que si on n'a pas une bonne absorption, c'est là aussi que la force est importante. Puis de la bonne stabilité a une incidence aussi. Parce que là, tu fais ton poids corporel x10. À cause de la gravité. À cause de la gravité. Puis la vitesse que tu t'es donné en accélération. Fait que là, si t'es un peu désanglé sur le côté de ta cheville, ça crée des tensions. Ça peut créer des tensions aussi. Si justement tes hanches sortent pas assez puis t'es plus un knee dominant en landing, ben tu crées plus de stress dans ton tendon rotulien. Qu'on a dit que tu es assis toute la journée à l'école, que tu as plus de raccourcissement de ton tendon puis de ton quad. Fait que là, tu arrives avec j'ai un SFP ou j'ai une douleur, un jumper's knee. Puis quand tu es jeune, ben après ça, ça tire sur la tubérosité. Un Osgood-Schlatter. Fait que là, tu viens d'avoir 3 pathologies dans l'espace de 1, si tu as trop de stress dans ton quad, si tu n'absorbes pas bien, si tu es trop avec tes genoux, tu atterris trop sur la pointe des orteils puis pas assez centré. Fait que là, tu viens d'avoir toute la complexité là, de ce que ça donne. Puis après ça, dans le fond, avec cette information-là, tu vas adapter le programme. On va travailler peut-être des choses dans l'activation qui va être plus d'équilibre unipodal. Exemple, sur la jambe gauche, sur la personne qui est blessée à la cheville à gauche. Puis après ça, on va retravailler après ça dans son entraînement dans un squat parce qu'on veut qu'il soit aussi fort que son côté faible. Puis après ça, on va retravailler peut-être justement un Bulgarian split squat, une fente seulement. Puis après ça, on va retravailler avec le squat. Avant même de retravailler, puis est-ce que son patron de squat, si on parlait en dehors des ondes, de travailler peut-être avec un assis debout, avec une chaise, ben ça a une grosse incidence aussi, parce que c'est le patron moteur qu'on va avoir amené. Fait que pour un grand fanal ou un long spaghetti mou, d'apprendre à venir s'asseoir sur une chaise, il va utiliser plus ses hanches en arrière. Fait qu'il va utiliser comme une espèce d'accordéon quand il va atterrir. Là, il y a une absorption de force. Là, ça ne sera pas 10 fois ton poids de corps que tu vas avoir sur tes jambes.
va être peut-être 5, 6, qui va être beaucoup moins pire pour les articulations. Puis, je lisais un peu sur le bench press au niveau de la longueur des bras. Au niveau de la longueur, par exemple, des fémurs d'un joueur de volleyball, est-ce qu'il y a un petit fémur ou un grand fémur a une différence au niveau des sauteurs? Mettons qu'on parle d'une physiologie là, de c'est sûr volleyball, que déjà là, ça va avoir une incidence, mais en même temps, l'autre incidence, est-ce que tes ischio-jambiers sont assez forts? Puis est-ce qu'ils sont assez raccourcis dans un concept là, d'élastique? Parce que ce qui va aller chercher ta chaîne postérieure ou plus, ou pas. Fait que souvent, quelqu'un qui a de longs fémurs, mais ça va juste me dire quel type d'exercice que je vais lui donner. T'sais, si on regarde un joueur de volley qui va avoir tendance à... Souvent, des longs fémurs, il y en a qui vont avoir de longs troncs. T'sais, j'ai eu un partner qui mesurait 6 pieds 9, un long tronc, de longs fémurs, puis des doigts aux mains d'argent. Et tu vois le genre, là, l'image est assez flagrante. Ben, quand il tombait avec des squats, il avait toujours mal au dos. Mais quand on a commencé à faire des box squats ou des Anderson squats ou de... Anderson squat? C'est à partir des pins, donc des choses comme ça. Donc, en contraction, en contraction. Donc, on était juste en son concentrique ou on parlait d'autres choses aussi. Ou, fait que, dépendant le type d'exercice qu'on allait donner, ben, on protégeait son dos. Ou de partir des pins dans un deadlift. Donc, il partait juste à la hauteur des genoux. Fait qu'il travaillait plus sa chaîne postérieure que de travailler avec son dos parce que ses segments étaient trop longs. Donc, d'avoir les segments différents vient m'amener un choix d'exercice différent pour aller recruter les meilleurs muscles en même temps. À travailler. Quelqu'un est grand comme ça, est-ce que sa chaîne postérieure est plus faible à cause de sa grandeur ou c'est juste comme ça l'aide à concentrer l'exercice là pour éviter des blessures? Ben, je te dirais que de le travailler de la manière que je parlais va avoir à mieux utiliser les bons muscles pour éviter les blessures. Puis souvent, si tu le travailles bien, ben ça va revenir travailler les mêmes éléments. Là. Fait que si tu as un hyperlaxe, va avoir un autre élément aussi, surtout chez les filles. Ouais, les filles de gym. Là. Ben, les filles de gym, mais les filles de volley tombent super longues. Ah ouais? Ben oui, ils sont longs. Puis en plus, ils ont des segments qui, on dirait que quand ils font des manchettes, ils font les manchettes avec les coudes inversés. J'ai toujours l'impression qu'ils vont casser. Mais tu n'as pas le choix de travailler des fois un raccourcissement tendineux pour éviter le pincement articulaire au coude. De suractiver les ischio-jambiers puis les mollets pour éviter l'hyperextension au niveau des genoux. Qui virent. Puis, Fait que c'est ça. Pour protéger les ACL, exemple. Fait que c'est tous ces choix d'exercice-là ou de passer plus de temps là-dedans. J'aime dire que mes programmes ne sont pas nécessairement super sexy, ne sont pas nécessairement instagrammables parce qu'elles sont plates. Mais par contre, si on travaille ces bons segments-là, mais ça va avoir une incidence pour les douleurs futures. Tes programmes d'entraînement sont surtout très spécifiques et individualisés. Oui, ils sont plus individualisés que dans des programmes. Si on regarde des fois, puis je l'ai fait aussi là, quand on a 20 athlètes, par exemple, si on parle de sport-études. Puis, on les a pendant 1 heure, mais c'est plus facile de gérer un programme générique. C'est sûr. Mais souvent, moi, j'y revoyais plus tard dans des entraînements doubles, individualisés, où est-ce qu'on ciblait les besoins. Fait que oui, tu as les besoins du sport, puis après ça, tu avais les besoins de l'athlète. Fait que un peu pour prévenir au lieu de guérir. Là, on voit bien que ça te passionne, la prévention des blessures et tout. Yes. Tu as lancé ta compagnie, Rome Athlétique. Ouais. C'est venu d'où l'idée? C'est venu de tout ça. Dans le fond, c'est un amalgame de tout ça. Puis Rome, c'est range of motion. Fait que c'est tout. Ça va avec la massothérapie, je libérais le mouvement. L'entraînement, je travaillais avec des entraînements qui étaient avec les amplitudes de mouvement qui étaient nécessaires. Puis ben le volet athlétique, ben, ça va avec qui que je travaille aussi. Là. Puis, t'as commencé ça comment? J'étais à Trois-Rivières. À vrai dire, on avait déjà parti une formule comme ça. Il y avait le groupe Frappe avec Mike Chagnon, que je connais bien aussi, avec qui j'ai étudié. On était tous les 3, lui puis Alan Sutton, à l'Académie des Estacades. Puis, entre-temps,
Alan, il y avait frappe avec un de ses amis, puis moi puis Mike, on pensait peut-être partir à une autre affaire en même temps. Puis là, on a eu PAC, qui a duré même pas 3 mois. C'est juste qu'à un moment donné, on a été engagé directement à l'Académie des Estacades. Fait qu'on gérait la préparation physique. Puis à un moment donné, je suis revenu à Québec, ça va faire maintenant 12 ans. Puis là, ben, ma business commençait déjà un peu à rouler. Fait que c'était juste pour aider en même temps avec massage, puis etc., ce que je faisais. Puis à travers le temps avec le baseball pro, ben j'avais plus ben de temps à m'en occuper autant que j'aurais voulu à ce moment-là. Fait que quand je suis revenu à Québec, mais là, ça a été comme, OK, on le part. Fait que là, ça va faire maintenant 12 ans que Rome Athlétique existe. Mais depuis 3 ans dans la formule avec le lab au complexe de tennis. Mais ça a été toujours en ligne avec des athlètes ou quand j'ai voyé n'importe où, ben c'était la bannière Rome Athlétique qui était là depuis maintenant 12 ans. Là. C'est quoi ta clientèle cible? Mettons, quelqu'un qui écoute le podcast, hein? C'est quoi ta meilleure clientèle? Ben, moi, à la base, je suis spécialisé dans tout ce qui est épaules, genoux et lombalgie chronique. OK. Fait que j'ai des blessures dans tous les cas. Fait que j'ai autant une madame de 90 ans qui a de la difficulté à marcher puis qui a des douleurs au dos que des athlètes qui ont des douleurs aux genoux ou à l'épaule. Comme demain, je peux avoir un joueur de hockey puis un joueur de tennis qui a mal à l'épaule, un joueur de tennis puis une joueuse de basket qui a mal aux genoux. Puis après ça, je vais avoir ma mère qui a été opérée 2 plaques avec 8 vis dans le dos. Là. Fait que moi, c'est de tout un peu là-dedans, mais dans les segments où est-ce que je suis plus spécialisé, même si c'est un tout. Parce que dans le fond, une cheville ou un pied instable peut amener une problématique de genou jusqu'à la hanche. Fait que, il passe toujours par un peu la même amalgame de tests. Hein. T'as une philosophie de Rome Athlétique, les 3 R. Ouais, les 3 R, c'est Reset, Reconditioning, Reload. Le Reset, c'est enlever les tensions des muscles qui contreviennent au mouvement puis réveiller le muscle qui doit faire le mouvement. Dans le sens où est-ce qu'un muscle qui est trop tendu, si on regarde encore le quadriceps, pour revenir qu'à celui-là, ben un quadriceps qui est trop tendu, mais on a vu qu'est-ce que ça pouvait juste donner. Mais souvent, si lui, il est trop tendu, c'est peut-être soit mon fessier il est trop tendu, fait que le quad compense pour arriver au même besoin, ou c'est mon fessier est trop faible, qui n'est pas capable de faire la traction au niveau de la... J'appelle toujours le fessier, c'est comme un... Puis le genou, c'est comme un concept d'une pince d'une corde à linge. Si mon fessier s'active, ça décompresse mon genou. Si ça s'active pas, met toute la pression dans le genou. Fait que c'est un petit peu ce concept-là. Puis le reconditioning, c'est tout exercice correctif où l'aspect de... J'ai quelqu'un que je connais qui avait appelé Mind-Muscle Connection. C'est vraiment cette connexion-là entre c'est tel muscle qui devrait travailler. Donc, on reconditionne ce concept-là. Donc, il y a plusieurs portes d'entrée. Ça peut être la posturo, ça peut être l'aspect cognitif un peu avec la proprioception ou l'exercice un petit peu plus tendineux ou plein de... Les méthodes limites, on va juste trouver la meilleure pour toi à ce moment-là. Puis le reload, c'est de refaire les gestes de manière volontaire et conscient vers le inconscient. Dans le sens où est-ce que si je conditionne pas assez le assis debout d'une chaise comme il faut, ben je vais avoir encore tendance peut-être à me lever de la chaise par mes genoux puis par mon dos. Donc, si je conditionne consciemment à bien m'asseoir sur le rebord de la chaise, incliner mon tronc, avoir les hanches vers l'arrière puis pousser avec mes talons, donc j'active un petit peu plus mes fessiers, ben là, j'utilise moins mon quad qui va basculer mon bassin, qui va faire en sorte que je vais suractiver mes lombaires. Donc, amener comme ça, mais fait de manière répétée et conscient, ben c'est la meilleure manière que ça devienne une habitude. Donc, j'aurais plus besoin de réfléchir à cette méthode. Donc là, le inconscient. Exactement. Donc, le patron moteur est enclenché. Tu dois bien connaître le processus d'apprentissage inconscient, incompétent, puis... Ben, peut-être par habitude, mais pas par... Non. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait expliqué ça un jour. Il m'avait dit, surtout au niveau de l'athlète, ça se voit super bien. Là, c'est très concret. Tu as le inconscient incompétent. Tu le sais pas que tu le sais pas. OK, ouais. Après ça, tu as le conscient incompétent. Tu le sais que tu n'es pas bon. Ça, souvent, c'est dans la première fois que tu fais quelque chose de nouveau. Comme, c'est la première fois que tu tiens un couteau puis que tu coupes une carotte, là. Là, t'es comme...
hey, c'est plus tough que je pensais couper une Ouais, carotte. Ça roule, c'est dur. Puis après ça, t'as le cuisinier qui te regarde même pas puis qui dit non, ouais, c'est ça, Exact. OK. Puis là, après ça, t'as le conscient, compétent, que là, il faut que tu réfléchisses. Souvent, les athlètes les plus jeunes, les athlètes collégiales, OK, il faut que tu réfléchis. OK, quand je prends, mais au baseball, les plus jeunes, prendre ma balle, il faut que je la prenne avec les lacets. Coutures, ouais, c'est ça. Tu donnes une balle de baseball à mon père, les yeux fermés, puis il la ramasse correct. Il la ramasse, il l'ajuste. Ballon de football. Exact. Les QB, ils ramassent le ballon exact. direct dans les lacets. Donc, c'est vraiment ce processus-là. Puis là, ça devient compétent, inconscient. Tu le fais sans t'en rendre compte. Puis... Ben, c'est le même processus, mais je le savais pas de ce nom-là. Mais maintenant, je vais le... C'est 4 étapes. Puis, tu sais, tu peux l'expliquer à des athlètes. Ouais. Regarde, tu le savais pas qu'il fallait que tu pousses avec tes talons, que le rendre une chaise. Ouais, non, c'est ça. Là, tu le sais, pense-y. OK, là, je me rends compte que je lève avec les orteils. Ouais. Et là, pense à pousser avec tes talons. OK. Puis là, à chaque fois que tu penses à monter avec tes talons, ben, tu es conscient, compétent. À un moment donné, tu es comme, ben, je le fais puis j'y pense même plus. Mais si tu regardes la plateforme de force, ça serait un genre de manière d'avoir un feedback. Ah, ben oui. Fait que c'est comme ça qu'on le fait aussi. Fait que c'est. Toi, dans le fond, avec cette philosophie-là, on trouve le problème, on le règle, puis après ça, on le règle avec le mécanisme conscient. Puis ensuite, on peut recommencer. C'est l'entraînement, puis on va jouer sur les vitesses, les tempos, puis ce que tu as besoin. Au niveau de la préparation physique, toi, tu travailles vraiment avec des athlètes, autant des athlètes que notre madame de 90 ans. Au niveau de la préparation physique pour un athlète de haute performance versus un adulte qui veut se remettre en forme, qui veut faire un 10 km ou commencer à aller au gym, c'est quoi la différence de l'approche entre les deux athlètes? Je te dirais que dans les faits, il n'y en a quasiment pas. Okay. Parce que c'est juste la porte d'entrée qui va être différente, mais à la base, ils vont tous passer par le même processus. Parce que j'essaie de voir le weak spot dès le départ. Fait que, tu sais, dans les mêmes tests similaires, ben, si on regarde au niveau de la cheville, la hanche, etc., ben, je vais leur demander de monter sur la pointe des orteils, exemple. Parce que j'ai un corps arrière, exemple, en ce moment que je suis, mais c'est un gaucher, mais il n'utilisait pas sa jambe gauche lorsqu'il lançait. Mais c'est un long, grand corps arrière. Fait que théoriquement, sa rotation part de sa cheville. Gauche. De sa cheville gauche parce qu'elle pousse puis elle propulse. Fait que s'il le fait pas, ben c'est son dos puis son épaule qui l'a cherché. À l'autre côté, ma madame qui marche lentement puis qui a les genoux qui vont vers l'intérieur, puis etc., ben, le fait que ses pieds sont à l'intérieur, ben, elle n'a pas de connexion avec son gros orteil. Fait que ce qu'on appelle le torque, donc là, la force spiralée qui va partir de son gros orteil, va activer son moyen fessier. Fait que si on regarde sur la même chose, même s'ils n'ont pas le même problème, ils ont le même weak spot. Fait que dans les faits, il n'y en a pas. Après ça, c'est juste de voir, OK, le load, la charge qu'on va mettre, c'est quoi le stimuli qu'on a besoin pour aller recruter un autre, c'est quoi sa demande de son sport. L'autre, ma madame, c'est peut-être de justement réapprendre à s'asseoir d'une chaise. L'autre, ça va peut-être être capable de faire un bon box squat ou un Bulgarian split squat avec sa jambe gauche, puis de bien travailler sur son pied. C'est l'exercice qui va être différent. Mais à la base, on travaille tout avec le même corps humain. On a tous 5 orteils puis 5 doigts. Normalement. Habituellement. Ben, c'est ça. Fait que ça a toute sa même connexion-là. Fait que moi, c'est comme ça que je vois la base. Tu sais, souvent, il y a des gens qui me disaient voyons, tu dois être bien plus. Tu travailles tout le temps avec des athlètes. Fait que c'est. Moi, je vais pas être. Ça doit pas être autant le fun. Mais j'ai 2 fois plus de fun, des fois, avec une personne âgée que je suis capable de refaire marcher. Qu'elle te regarde, puis elle est contente, puis elle pleure quasiment parce qu'elle a marché, que l'autre, que l'athlète qu'on a travaillé sur une petite affaire, puis que là, il est capable de relancer 90 000 à l'heure, maison. Mais c'est juste une petite affaire ou une petite tension qui fait en sorte qu'il n'est pas capable d'aller chercher. Mais quelqu'un que sa qualité de vie change, c'est aussi gratifiant qu'un jeune qui est capable d'aller dans la NCA parce qu'il a suivi le même programme. Quand tu parlais, il y a une question qui m'a popé. Quelqu'un qui commence à sentir. Là, l'épisode va sortir à la fin de l'été. Là. Si vous avez un défi pour l'hiver ou un défi pour l'été
l'été prochain, puis vous l'écoutez au mois de janvier l'année prochaine. Avant de commencer un plan d'entraînement, ma question qui est pas prise, c'est avant de commencer un plan d'entraînement, que ce soit de la course ou que ce soit du vélo, que ce soit du kayak, ça serait-tu bien d'aller voir un kiné justement pour voir s'ils ont des faiblesses dans certains muscles pour avoir un plan d'entraînement adapté pour éviter des blessures qu'ils pourraient avoir dans le futur? C'est sûr que je serais le premier à dire oui. OK. Parce que dans le fond, on va juste voir si la personne est apte dans le sens où est-ce que... Tu sais, pour le loisir, c'est une chose. Mais ça reste que si on part de la course, je cours pas de l'hiver, puis je m'en vais courir 5 km, ou tu sais, en cours d'éduc. Mes enfants, exemple, OK, ben notre cours d'éduc, là, c'est d'aller courir 3 km. OK, vous faites quoi pendant le cours d'éduc? Ben, on court 3 km. Tu sais, ça reste que la personne n'a même pas de stress tendineux adapté, elle a peut-être les chevilles instables, puis là, tu vas y mettre 5 km de répétition. Tu sais, je pense que c'est Blaise Dubois qui disait que courir 5 minutes, ça équivaut à 450 sauts par jambe. Ouais, 900 pour 1. Ouais. Fait que si on regarde ça, la personne qui a une cheville instable, C'est on normal. revient à ce qu'on disait tantôt. C'est quasiment normal que vous ayez des douleurs après. Là. Exactement. Fait que si tu es déjà instable, mais imagine que je t'avais donné peut-être 3 petits exercices à faire avant qui auraient activé la stabilité de ta cheville, qui en même temps aurait été activé ton moyen fessier, puis tu vas juste faire ça avant, de manière de quantification de stress mécanique, tu viendrais complètement d'apprécier le moment et non de faire en sorte que ah ben là, je suis obligé d'arrêter parce que j'ai eu mal, parce que je suis parti trop vite, trop longtemps. Fait que finalement, tu as eu du fun là, mais tu n'as pas eu du fun de l'été parce que tu as eu de la douleur. Tu sais, moi, je suis quand même pour les plans génériques. Quelqu'un qui veut se mettre en forme, courir son premier 5 km, c'est rare que je fais ça, là, mais je pense que c'est la clinique du coureur aussi, le coureur nordique, qui ont un programme de fractionné. Du 1 à 1, puis après ça amène toutes les... Commencez à courir, vous avez 30-40 ans, ça fait 10-15 ans que vous n'avez pas couru. Ce plan-là, il est gratuit. Ah, il est parfait, là. Mais peut-être juste... prenez-vous un 200$, là, une paire de souliers, une séance avec un kiné. Ça pourrait vous éviter ben des problèmes, puis arrêter 3 semaines plus tard. Mais tu sais, juste une minute de course. Ouais. Si tu pars trop vite. La minute est longue. La minute est longue. Mais ton cœur va pomper plus vite. Là, après ça, si tu pars trop vite, puis tu pars dans une côte en partant, tes stress à la cheville, elle va être énorme. Moi, c'est tibia. Ouais, c'est ça. Tibia mollet. C'est ça. Fait que si tu as plus de... Tes gastrocs puis tes mollets sont plus tendus, ben, puis tes jambiers antérieurs sont pas assez forts, ben, ça vient déjà tirer sur l'enveloppe de ton tibia, qui est le périoste. Ah, après ça, ça égale périostite. Tu comprends? Et j'en suis un de ceux-là, périostite. Là. Fait que c'est ça. Fait que là, souvent, c'est la même chose que quelqu'un, des fois, qui a de la douleur au coude. Puis, tu sais, c'est comme ma personne qui fait de la couture. Puis finalement, ben, on donne juste un exercice d'étirer les doigts avec un élastique. Ben, tu viens travailler les extenseurs des doigts, tu as moins mal au coude. Parce que justement, là, tu as de l'équilibre entre les deux forces. Fait que juste des fois d'avoir, je monte plein d'escaliers, puis je suis bien, OK. Fait que tes mollets sont prêts. Mais tes jambiers sont pas assez forts. Fait que là, quand tu cours dans une côte, etc., mais tes jambiers sont pas assez forts. Fait qu'il n'y a pas de contrebalancement pour ta membrane du tibia. Welcome to the périostite. La même ça, pour vrai, là, ça fait mal. Là. En enfer broyer. Ah, ouais. C'est une blessure qui arrive beaucoup au biathlon. En ski de fond. La transition ski à roulette, ski de neige. Et, ça arrive à beaucoup d'athlètes. Moi, c'était mon patron de course. Ça est arrivé à l'été. Faire un time trial. On a 5 tours à faire. 3e tour, ça commence à brûler. 4e tour, ça chauffe. 5e tour, je passe la ligne d'arrivée. Je m'écroule à terre. Tu sais, quand t'es sur le bord d'un feu et t'as les tibias trop proches, là,
pas mal trop proche. Ah ouais. Ben, c'était ça. Et t'avais plus de poils sur le bord des tuyaux. Le soleil il était assez loin, mais ça fait mal. Ah, c'est sûr. Puis de sortir de là, c'est long parce qu'en même temps, tu marches. Fait que juste marcher, ton solaire, c'est le muscle qui est quasiment le plus gros de tes mollets, mais il amène beaucoup de pression. Fait que juste marcher, ça te donnait cette douleur-là en plus. Fait que là, c'est de rouler ça, de rouler en dessous de ton pied, d'activer ton jambier antérieur pour essayer de ramener ça, mais ça fait mal en même temps. Fait que là, c'était un cercle vicieux qui est tough à sortir de là. Ouais. Puis là, côté moi pas, là, j'ai pas de recherche scientifique pour me baquer, mais moi, étirement. J'ai remarqué que quand ça faisait un bout que je m'étais pas étiré les mollets, tout d'un coup, les mollets sont plus raides. Ouais. Les débuts de course sont plus tough. Quand, tu sais, moi, je suis plus un coureur, c'est présentement. Des fois, il y a le volume d'entraînement. Là. Le volume augmente avant de taper. Puis là, c'est comme, tout d'un coup, ouais, ça commence à tirer de plus en plus dans les mollets, puis c'est le périostite. Pas périostite, mais c'est le périos. OK. Bon, il va falloir que je me roule un peu plus. Mais tu tires les mollets, puis en même temps, souvent, c'est que les gens n'activent pas assez les jambiers antérieurs. Donc, de juste ramener les orteils vers soi, souvent, puis, tu sais, de pas nécessairement les étirer debout. Okay. Parce que quand tu les étires debout, j'ai dit que le solaire est en action aussi. Hein? Fait que là, tu es en train d'étirer quelque chose qui est en train de se protéger contre l'étirement. Fait que si tu es juste couché sur le dos, les jambes bien allongées, fait que tes mollets sont non activés, fait qu'ils sont zéro gravité, puis tu fais juste ramener tes jambiers antérieurs, ben tu viens recréer le balancement, un étirement actif à cause que tu actives tes jambiers antérieurs, mais le fait que tu es couché complètement sur le sol, tu as zéro de mise en tension sur tes gastrocs puis tes mollets. Puis là, juste, si vous êtes en audiovisuel, regardez en dessous de la table, littéralement là, avec mon pied, c'est qu'on est couché sur le dos, mettons, couché sur le dos, vous prenez vos orteils puis vous essayez de les ramener vers votre genou. Ouais. Grosso modo, vous faites juste une contraction. C'est ça. Contraction. Dans le fond, tu as la flexion plantaire puis la dorsiflexion. Là, dorsiflexion, tu ramènes tes orteils vers toi. C'est ça. Fait que là, tu viens juste de faire ça puis régulièrement, puis de les maintenir pendant une dizaine de secondes, plusieurs fois, tu vas sentir tes mollets comme des nouveaux. Là. Je vais essayer ça à ma course samedi matin. Samedi matin, mais en plus, c'est sa longue run. C'était le dernier mot, là. J'ai pas encore checké c'était quoi, en fait, ça. Je pense que c'était 19-20, là, fait que... Ouais, avant puis après aussi, c'est ça. Ouais, exact. Après, ça va être un bon game changer aussi. Alors, c'était... Y a-tu des blessures de volleyball? On rentre là-dedans, les épaules. Oui, les épaules, c'est une chose. Les jumpers, c'est un autre. La douleur, c'est un autre. Puis les chevilles, c'est un autre. Fait qu'on a déjà le rapport qu'on a fait. Ça te donne le même topo. Là. Fait que déséquilibre. Si on fait un wrap-up. Ouais. Déséquilibre. Au niveau de l'échauffement, pré-entraînement, j'apprendrai rien à personne de dire que ça vaut de l'or. Ouais. Mais en même temps, c'est quoi? Tu sais, j'ai souvent... j'ai un petit peu une relation amoureuse avec ceux qui vont s'étirer avant. Okay. Il y a des choses qui ne devraient pas s'étirer avant, puis d'autres qui devraient s'activer avant. Il y en a d'autres qui devraient être détendues avant, puis d'autres qui devraient être étirées avant. OK. Fait que là, souvent, on va toujours commencer par l'augmentation de la température corporelle. Ça peut être à la marche, comme par exemple, on parlait de l'entraînement fractionné. Ben, tu commences toujours par un 5 minutes de marche avant. Fait que tu augmentes un peu la température corporelle, mais en même temps, tu augmentes un peu la circulation sanguine dans les muscles qui vont faire la tâche. Puis après ça, ben, si on regarde au niveau des mollets, ben, peut-être de monter sa pointe des orteils ou sur un plan incliné. Fait que tu vas étirer un petit peu ton tendon d'Achille, tu vas aller chercher un petit peu d'éléments que tu as dans. Des petits stress qui vont adapter un peu ton muscle. Puis après ça, ben, d'activer les muscles. C'est exemple, tu as des jumpers knee, puis on sait que c'est à cause que tu as un gluteal amnesia, donc un fessier endormi, ben active ton fessier. C'est ça, ben, ça, c'était Stuart McGill à la formation Backfit Pro qui avait lâché ça, puis j'ai fait comme, OK, ça, je le garde, je te le vole. Honks. Fait que d'activer tes fessiers, parce que là, c'est avec le pivot de la hanche, fait que de faire
un hip thrust couché au sol, donc de l'extension de la hanche ou le fameux pont, ben, j'active mes fessiers. Ou après ça, ben, c'est d'activer en rotation interne, rotation externe, exemple, mon bras, de le faire avec les bandes élastiques, de le faire en contrôle, puis de le faire rapide. Souvent, les étapes sont faites où est-ce que, si on regarde les ischios, on va étirer, il y en a qui vont étirer leurs ischios, puis d'autres affaires, c'est qu'en activant leurs ischios, puis ils n'ont pas activé à forcer, puis après ça, ils vont les mettre super vite. Mais ils n'ont pas activé la vitesse. Fait que qu'est-ce qui arrive? Ah! Un claquage de l'ischio. C'est un joueur de baseball qui est assis tout le long avant d'aller frapper. C'est le fameux DH, là. Ouais. Lui, il est pas dans le champ. Ou il est dans le champ où il va pas, il n'y a même pas de balle. DH, il joue même pas. Fait que t'es sur le banc. C'est designated hitter. C'est ça. Fait qu'il joue juste à frapper. Dans une des ligues, dans le fond, c'est que le professionnel, puis là, je sais pas au Québec, c'est comment, s'il y en a un. Il y en a un. C'est que dans le fond, le lanceur ne frappe pas. Puis c'est un gars qui joue pas en défensive. Il fait juste swinger. Fait juste swinger une fois aux 20 minutes. Jusqu'à temps qu'il va faire là. Fait que là, il est assis. Puis là, il en cogne une. Il faut qu'il sprinte au premier but. C'est 90 pieds. C'est ça. À la vitesse. Fait que tu comprends? En plus, des fois, il fait fret. Il pleut. Fait que là, il est à froid. Mais il voit même pas. Il sait que son tour s'en vient. Mais il s'échauffait même pas. Ça, c'était frustrant pour moi en tant que thérapeute. Fait que là, c'était dans l'échauffement, mais tu sais, maintiens ta température corporelle, puis après ça, active les muscles que tu vas avoir à faire. Puis là, tu vas pouvoir le mettre dans un contexte. Puis ça, si on le transfère au volley, là, juste faire une petite parenthèse, si vous êtes allé à VNL Québec, ou si vous allez aller à n'importe quel game de volley, dès qu'il y a un temps mort, le monde qui était sur le banc s'en vont jouer, ils vont toucher un peu, augmenter leur température, justement pour ça, pour pas avoir à partir à froid s'ils sont appelés à subber un joueur. Fait que c'est le même genre de contexte. Puis il faut qu'ils le fassent. Au universitaire, des fois, il y a des vélos qui traînent. Là. À VNL, j'ai pas vu du vélo sur le terrain. Là. Non, j'en ai pas vu moi terrain, non plus. Là, à côté du terrain. Voilà, c'est ça. Mais j'en ai pas vu moi non plus. J'ai pas. Mais l'idée, c'est au moins ils allaient s'activer, ils vont sauter sur le côté, ils vont rester un petit peu plus actifs que juste rester dans le box sans rien faire. Hein. Tantôt, tu parlais des échauffements, on parlait d'activation, on parlait d'étirement. Des fois, il y en a qui devraient être avant, il y en a qui devraient être après. Quel genre de muscles qui devraient être étirés avant? Puis c'est quoi les muscles qui devraient être étirés après? Ben, ça dépend si on parle d'étirement dynamique. L'étirement dynamique, balistique ou des choses comme ça, moi, je trouve ça super à le faire avant. Puis pourquoi? C'est parce que justement, comme je parlais, celle-là a une vélocité. Donc, on entraîne le muscle à s'étirer. Un joueur de hockey qui va skater, ben, s'il ne le fait pas dynamiquement parlant, ben, quand il va avoir à faire ses poussées latéraux pour avancer sa glace, il y a des bonnes chances que le groin pull apparaisse. Ça, c'est une des choses. C'est fait que de faire balistique pour préparer le muscle à aller chercher ce overstretch-là. OK. C'est comme un carrière qui est d'aller chercher des fois des yogas au niveau du tronc. Parce que le sac du corps, quand t'es raide comme une comme une brique, ça se peut que ça te fasse mal. Mais à l'inverse, quelqu'un qui est hyperlaxe, ben, de l'étirer va le rendre trop vulnérable. Donc, tu vois la nuance entre les deux. Fait que quelqu'un qui est hyperlaxe devrait bien plus activer certains muscles que de s'étirer. Parce qu'il est déjà étiré. Il est déjà étiré. Puis là, c'est là qu'il va être vulnérable encore plus. Surtout chez les jeunes femmes ou autres, mais ça a une incidence aussi. Ou les jeunes longs spaghettis mous, s'ils sont pas stables, ben, il y a encore plus de torsion si on regarde un joueur de tennis. Ouais, ou des jeunes. Moi, je pense aux jeunes gars qui ont des poussées de croissance extrêmement rapides entre secondaire 3 et collégial 1. Pour pas le nommer, Olivier Rioux, je pense, du basket, qui est rendu à 7 pieds 4 à 18 ans. J'en ai un présentement qui est 6 pieds 11. À quel âge? 16 ans.
qui s'en va s'entraîner avec l'équipe nationale. Fait que s'il n'est pas stable, s'entraîner avec l'équipe nationale, c'est un sport-études, mais de programme national. Et si la fondation n'est pas solide, elle va juste s'effriter à longue. Puis... Exact. Fait que c'est mon dada, c'est mon projet de l'aider là-dedans. Ça va être pas mal de stock. C'est vrai, c'est le fun. Tu as travaillé à Long Island, là. Ouais. C'est pas de quoi que tu C'est un développement à long terme de l'athlète, ce qu'on appelle le DLTA. Mais c'est sur l'aspect mécanique plus que juste sur le sport. On a parlé beaucoup deadlift, squat. As-tu d'autres exercices qui sont pour toi les saints Graal? Tu sais, autant que j'adore l'haltéro aussi, parce que je trouve que c'est des mouvements balistiques qu'on gagne à faire. Tu sais, de travailler le snatch, exemple, qui est un mouvement avec les bras larges d'haltérophilie pour amener une charge du sol en haut. C'est dans le fond, tu pars du sol puis tu montes la barbelle. La barre jusqu'en haut de la tête. En one shot. En one shot. Ça serait plus en deux, là, mais c'est d'aller chercher directement à cause qu'il y a toujours un passage à la hanche. Mais l'avantage de ça, c'est comme un overhead squat dynamique. OK. Fait que l'overhead squat, pour un joueur de volley, exemple, ou un joueur de tennis, va travailler ta stabilité d'épaule. Fait que si j'ai pas beaucoup de temps, je vais travailler dynamiquement ou je vais travailler différemment pour que tu travailles avec cette stabilité-là. Fait que là, je t'ai rendu fort, je t'ai rendu stable, puis après ça, je te le mets dynamique. Fait que le même geste vient t'amener encore plus sur ces trois facettes qu'on parlait précédemment. Là. Fait que, moi, c'est un de mes dadas d'apprendre ça à un patron dynamique, de bas âge, à aller. Même mon fils s'amusait à le faire aussi. Là. Puis là, il y a 12 ans, puis il rentre en concentration football. Là. Puis des mouvements dynamiques, de mon point de vue d'athlète et de personne qui n'a pas un bac en kiné, ça peut avoir certains risques si c'est mal fait. Exact. Si c'est mal fait avec le mauvais patron moteur, ça revient encore, si tu n'es pas conscient du geste de base, tu ne pourras pas l'amener inconsciemment avec la vélocité puis la vitesse. Fait que là, on va pas rallonger le podcast de 2 heures sur le CrossFit, etc., mais c'est le même genre de concept. Fait que d'apprendre à faire un bon muscle snatch ou apprendre à faire un bon bicep curl et développer au-dessus de la tête, c'est un principe de base qui est un même geste. Puis c'est de soulever une boîte au-dessus de la tête, c'est d'aller chercher d'autres fondamentaux. Donc, si après ça, on le fait vite, ça s'arrime proche d'un snatch. Puis, là, je pense à un gars qui travaille dans un entrepôt pour l'avoir fait, à tréballer des boîtes de manteaux d'à peu près 20-30 livres, que tu dois la prendre à partir du sol en squat. À monter au-dessus de la tête sur l'étagère. Exact. Fait que d'utiliser un tempo puis d'aller chercher une vitesse, mais tu peux pas le faire si t'es pas fort puis si t'es pas stable. Puis là, tu fais ça répéter dans un entrepôt. À longueur de journée. À longueur de journée, répéter. Si tu le fais mal. Et voilà. Là, ça fait plusieurs fois que tu parles du core, la stabilité. Es-tu quelqu'un plus exercice core ou exercice dynamique? Tu l'intègres au niveau de tes exercices, faire en sorte que le corps est solidifié? Ça dépend. tu vas voir, la réponse est toujours ça dépend. Ça dépend, si c'est ça que t'es pas bon ou pas. Est-ce que t'es... Puis là, ça tombe dans la méthode McGill. Ou est-ce que je suive la formation là-dedans? C'est-tu l'université de McGill, ça? Non, c'est vraiment la méthode Stuart McGill. Backfit Pro, c'est vraiment où est-ce que tu détermines c'est quoi les intolérances. Intolérance en extension, intolérance en cisaillement, en rotation, en flexion. D'un coup que tu as déterminé ça, ben tu as certains exercices qui vont t'aider à justement décharger tes extenseurs, activer tes abdominaux, le midline, donc le droit de l'abdomen pour éviter d'aller chercher ton extension, d'aller chercher tes obliques. Tout ça mis ensemble. Puis après ça, il faut que tu les mettre dans la vitesse. OK. Un lanceur qui n'a pas des bons obliques puis qui n'a pas une bonne rotation qui part des pieds aux hanches, ben il va avoir peut-être mal au coude parce qu'il n'y a pas une bonne vélocité hanche-tronc. Puis ce qui amène la vélocité hanche-tronc, c'est la vitesse
du core à s'activer puis à aller chercher cet élément-là. Même chose au volley. Fait que faut que tu sois fort, faut que tu sois stable, puis il faut que tu sois capable de gérer de la vitesse, puis de contrôler la vitesse. Fait que là, ta réponse, ça dépend. Quoi que je remarque là, à force de faire des épisodes, si vous les avez tous écoutés, au niveau de la préparation physique, chaque corps est différent. Que ce soit préparation physique, nutrition, dès qu'on touche au corps humain, c'est toute la même machine, mais la machine est différente dans son intégrité. Pas dans son intégrité, mais dans son fonctionnement puis dans sa nature qu'elle est elle-même. Pour plein de facteurs XY. Là. Mais comme j'avais des programmes d'entraînement génériques avant, et cette année, après avoir passé trop de personnes en podcast qui me disent, des coachs qui me disent non, moi j'ai un coach. Là, je suis comme attends. Tu gagnes ta vie à être coach, puis ton plan d'entraînement, c'est pas toi qui le fais? Des fois, cordonnier mal chaussé. Je suis présentement dans une phase comme ça, là, où est-ce que. T'as-tu un coach? J'en avais un. Là, il faut que je me remette. J'ai des plans que j'avais Christian Thibodeau qui m'avait entraîné aussi. J'avais trippé là-dedans. Là, en ce moment, avec le travail, tout ça, je vais moins le faire. Je vais me trouver avec les enfants, leur activité, etc. Le fait que là, je fais moins de compétition, moins de temps. Donc, c'est sûr que le rythme est différent. Fait que j'ai moins d'objectifs. Mais, puis là, en plus, je me suis blessé au nerf sciatique au mois de mai. Fait que je sais quoi faire, mais il faut que je le fasse. Puis des fois, j'ai plus besoin des fois, c'est d'avoir quelqu'un à qui tu rends des comptes, qui va t'aider des fois un peu plus y aller, surtout quand c'est ton travail. Je prends du temps pour aider les gens, aider tout le monde. Je dis rarement non, ce qui me met un peu dans la chenoute. Donc, qui met moi-même de côté. Donc, souvent, d'avoir un entraîneur, ça force aussi à travailler là-dedans ou à faire les choses que je sais qu'il faut que je fasse ça, mais crime que j'aime pas ça. Ben, des fois, de te le faire imposer parce que tu rends des comptes, ça a un gros game changer aussi. Là. Mon tempo run tantôt, là. J'étais comme, pourquoi je fais ça? J'aime ça, mais là, tempo run, il faut se motiver. Là. Exact. Moi, ce que je trouvais, c'était la charge mentale et charge de temps parce que je connais ça sans être un expert non plus. Mais je suis pas assez un expert pour comme je vois quelque chose puis je suis comme je sais exactement c'est quoi, de quelle façon, puis savoir que c'est la bonne façon de le faire. Puis à l'inverse, quand tu es là-dedans, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Overthink. Fait que là, tu overthink, puis là, tu arrives, puis là, finalement, tu regardes ton plan, puis tu fais comme ça va me prendre 3 heures, mais j'ai pas 3 heures. Puis là, il faut que tu reviennes à la base. On peut-tu juste prioriser un aspect? Puis on niaisait avec le snatch, qui est un de mes exercices favoris, que Christian Thibodeau me faisait faire tout le temps. Mais je l'avais à toutes les sauces. Je l'avais lourd. Je l'avais rapide. Je l'avais juste en deadlift, en prise large, qui venait travailler mon dos. J'avais en muscle snatch, donc j'avais ma rotation externe, la force. Puis je l'avais en speed, je l'avais haut hanche, je l'avais haut genou, je l'avais du sol. Fait qu'au bout de la ligne, le même exercice est venu me chercher quand j'ai pas de temps. Puis j'ai pas un nerf sciatique pincé. Mais dans ce même exercice-là, je travaille tout. Puis là, je rajoute du chin-up à travers parce que c'est un squat du haut du corps aussi. Fait qu'avec ces éléments-là, tu sais, le deadlift, tu l'as dans le snatch aussi. C'est juste que tu l'as en prise large. Fait que le squat aussi, si tu fais du overhead squat, fait que t'as décortiqué, mais tu l'as juste mis à des loads différents puis à des vélocités différentes. Puis là, tu rajoutes l'inverse qui est le chin-up. Ben, tu viens déjà de faire ton corps au complet sans t'en rendre compte. Donc, de là, la relation amoureuse avec le CrossFit que je te disais. Mais en faisant ça, ça reste un CrossFit. Puis là, tu fais des sauts, des bonds, des burpees. Comme défenseur, je suis au sol puis je dois me relever. Ben, je viens de faire mon entraînement avec très peu de C'est là gestes. la différence entre quelqu'un qui connaît ça, qui peut prendre
un exercice, connaître ou avoir les variantes de chaque, tu sais, tout le monde pense un squat. Ouais, ok, tu mets la barre en arrière. Ouais, après ça, ton premier niveau de compétence, c'est hey, je peux mettre la barre en avant. Ça, c'est rendu un front squat. Dans mon plan, je suis rendu avec des Frankenstein squats. Ouais, c'est un front bras, squat, mais les bras sont en avant. Là, tu travailles ton corps à côté. Là. Puis après ça, tu as le Zercher aussi qui me fait faire ça. C'est Raph de l'épisode 5, je pense, que je la tiens en avant. Bon, du tout le travail, je suis comme, OK. Tu sais, j'étais juste avant de tomber avec Raph, j'avais, tu sais, je squattais presque 200 livres, là, un peu plus que mon poids, ce qui est quand même une très bonne charge. Moi, quand je travaille avec, les premières fois qu'il m'a fait faire les Frankenstein squats, là, j'étais à 100 livres à peine, puis je suis comme, c'est tough. Puis en même temps, j'aime ça parce que... C'est moins tough ses genoux. Moins tough ses genoux. Il a découvert que je descendais trop bas. On a surélevé mes talons. Je sais pas, moi, quand je fais le squat. Moi, je suis capable de descendre bas avec mes fesses. Je suis pas un hyperlaxe, mais j'ai une très bonne... T'as un shallow au niveau des hanches. Ouais. Ah, et moi, aller toucher le sol avec mes mains, c'est qui là. Ouais, c'est ça. Et je le fais sans m'étirer. Là. Ben, c'est là que peut-être l'étirement, c'est peut-être pas la bonne idée pour toi, tu comprends? Voilà. Mais tu sais, il y avait... aller prendre un entraîneur qui m'a fait une évaluation, qui m'a fait un plan pour renforcer mes faiblesses, puis stabiliser mes forces. Maintenir tes forces, travailler tes instabilités, mais ça fait un game changer. Je suis un fan fini de pull-ups. Il m'en a pas mis, mais il m'a mis des exercices de dos, puis comme je sens que mon dos travaille pour moi. Tu sais, des pull-ups, pour moi, c'est la vie. Là. Pas des chin-up, moi je suis pull-up. C'est ça. Ben, pull-up est dans les deux sens aussi. Ben, le pull-up, c'est une variation qui va avec le chin-up aussi. Exact. Fait que tu sais, c'est juste différents angles aussi. C'est juste comme le fait qu'on travaille le snatch. Je t'ai parlé du chin-up pour travailler dans un autre angle. Exact. Mais non, c'est de quoi je pense à retenir entre autres cet épisode-là, comme le débalancement des muscles. Si vous savez pas que vous avez un débalancement, vous en avez peut-être un. Oui, c'est ça, exact. Faites-le checker par un professionnel, puis comme JP, puis ça va vous éviter des blessures et des inconforts, même si vous n'êtes pas un athlète. Ah, ça, c'est certain. Puis dans le fond, c'est souvent les petites blessures qui peuvent paraître anodines. C'est des fois, qu'est-ce qui va... Tu sais, il y a des blessures qui peuvent remonter jusqu'à 10 ans derrière, qui amènent justement ces on balance à ce moment-là. Là. Le meilleur exemple, c'est mon petit frère. Il s'est cassé la cheville en longboard. Après ça, il y avait un problème au genou gauche. L'autre genou. Mais ça revient à qu'est-ce qu'on va... On l'aurait amené sur la plateforme de force. On l'aurait trouvé. Tu sais, vous avez une blessure, des fois, ça peut être des accidents de char, n'importe quoi. Fait que, un stress, un trauma musculo-squelettique. J'ai une question que je pose à tous mes invités. Ouais. Ça veut dire quoi pour toi être en santé? Être en santé, c'est déjà autant au niveau de la maladie que d'être capable de faire les gestes du quotidien. Et même plus. Si on regarde des personnes, si je regarde, exemple, les personnes retraitées qui sont grands-parents, mais souvent pour eux, puis pour moi, ce que je veux dire plus tard, c'est que je veux être capable de jouer avec mes enfants puis mes petits-enfants sans avoir de problématiques hautes de santé. Être capable d'aller au sol puis de me relever. Ça, c'est vraiment des éléments de santé pour moi. Je pense que c'est ma réponse la plus courte que j'ai reçue, mais très concise. Très concise, on l'a tout dit avant. Très concise, très direct. T'as quand même beaucoup de choses dans ta cour qui s'en viennent. C'est quoi qui s'en vient pour toi? Ben là, on a le développement avec Rome Athlétique. On va essayer de développer un petit peu plus de tutoriels. L'entraînement d'exercices? Oui, autant des exercices, il y a un petit peu plus de tutoriels, pas nécessairement de formule podcast, mais c'est plus d'expliquer certaines affaires. Je vais amener plus de formation continue aussi. Ça, c'est un volet. Puis avoir des stagiaires pour redonner ça, c'est vraiment le volet là, sur lequel je vais miser plus là, pour la prochaine année. Là. Tu donnes-tu des conférences, toi? J'en ai donné plusieurs. Donc, je sais que j'ai eu quelques demandes. Là. Il faut que j'en prépare quelques-unes déjà. Là. Autant en kinésiologie
en masso-kiné. Là. Y a-tu des événements de volleyball qui s'en viennent? Ouais, tu voulais en parler. On est en train de préparer, moi puis Gilles, le Masters de Beach Volley qui va avoir lieu au PEPS le 31 août. Donc, les inscriptions ont commencé aujourd'hui, le 17 juillet. Oui, ça va être un événement. C'est un dada que moi puis Gilles, on parle depuis longtemps. Puis je pense qu'avec l'avenue un peu des sports masters, que ce soit en ultimate frisbee, au patinage de vitesse avec lesquels j'ai eu la chance de travailler aussi, il y en a dans plus en plus de disciplines. Parce que les anciens athlètes continuent à évoluer. Puis là, j'ai enfin le droit de participer à ces événements-là. T'as enfin passé le cap de 40 ans, t'as le droit. À l'instant, j'ai 40 ans, j'ai le droit. Fait que par pur égoïsme, moi puis Gilles, on a développé ce projet-là. On va voir ce que ça va donner, mais on veut que ce soit un projet récurrent. Là, fait que c'est 40 ans et plus? 40 ans et plus, 40 ans plus, 50 plus, hommes-femmes. Fait que ça va être un bel événement. On va avoir du monde vintage là, on a communiqué avec eux autres là, si ça leur intéressait. Là, fait que... C'est 4v4, 5v5? Non, c'est du 2 contre 2. Du volleyball de plage. 2 contre 2 master. On va s'amuser. Ah, ouais. Regarde, ça donne des objectifs à des personnes. Justement, qu'il n'y a plus d'objectifs contre moi, comme moi. Et voilà. Puis d'avoir du plaisir aussi en faisant ça. La Ville de Québec, en 2019, a reçu les Jeux d'hiver Master. De patinage de vitesse aussi. De tous les sports. Tous les sports. On a eu du biathlon. Moi, j'étais pas là, mais on a reçu les Jeux de Master dans la Ville de Québec. Je pense qu'il y avait à peu près 8-12 sports, entre autres le biathlon, le ski de fond, le patinage de vitesse, le patinage artistique. C'est des mini-Jeux olympiques, mais pour des personnes un peu plus âgées puis qui ont autant de fun. Mais ça, dans le fond, je pense qu'il y a à peu près, je suis revenu, c'est à peu près ça, là, il y a 10 ans, il y avait eu le patinage de vitesse. Puis moi, je faisais la préparation physique des masters de patinage de vitesse. Fait que ça me trottait dans la tête depuis plusieurs années. Puis avec Gilles, il a gagné, je pense, c'est le 65 ans et plus, 70 ans et plus, la médaille d'or à US Open Master. Ouais, cette année, ouais. Fait que ça a fait comme, OK, on le fait. On surfe sur la vague, puis on le fait. Puis un des anciens joueurs du circuit senior avait essayé de le partir aussi 40 ans et plus dans le coin de Boucherville, qui risque d'être là aussi. Donc, on va essayer de ramener des masters, des vieux. Ben moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Le volleyball de plage, j'ai commencé à cause de Gilles Lépine puis de Sly. Puis après ça, il y a eu Guylaine Dumont, puis ça a juste fait en sorte que je vais avec Gilles, on va essayer de ramener ces gens-là sur le terrain de volleyball de plage. Fait que peut-être que Guylaine Dumont sera là. On ne sait pas. C'est une activité pour toute la famille aussi. Là. Ah oui. Si vous voulez venir voir du volleyball de plage, je ne sais pas si ça va coûter cher, mais pour une famille, ça pourrait être une belle activité. C'est une activité. Pour aller voir, ça va être gratuit. Là. Pour là... Allez prendre du dehors un peu. Là. C'est ça. Allez prendre du dehors. En espérant qu'il ne pleut pas autant qu'aujourd'hui. S'il y a des auditeurs, auditrices qui veulent te rejoindre, soit pour prendre contact avec toi, pour prendre un rendez-vous, ou pour te suivre sur les médias sociaux, ou qui peuvent... Rome Athlétique, c'est pas mal aussi facile que ça. ROM Athlétique en français, parce que la loi 101. Sur Instagram? Oui, Instagram. Ouais, Instagram. On a notre site Internet qui est en train de se finaliser. Facebook, pas mal. Et ton gym, il est au club de tennis Saint-Augustin. Saint-Augustin, là, dans la bulle. Là. Exact. On est dans le sous-sol de la bulle. Dans le sous-sol de la bulle. Fait que si jamais il y a du monde dans le coin... Yes. Arrêtez... dire un petit coucou en 2 matchs de tennis. Essayez de tester la plateforme de force. Ouais, exact. JB? Yes. Un gros merci d'avoir été là. Ça fait plaisir. Merci de votre écoute et j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Si ce n'est pas déjà fait, aimez et commentez. Et pour plus de contenu, suivez-moi sur Facebook, Instagram et TikTok. À bientôt.